Français. Sans plus tarder, à vous la parole, Monsieur René. Donc, l'agriculture urbaine, c'est inscrit dans l'agenda politique. Et aussi la croissance des prix, mais aussi les changements au niveau de la nutrition sont aggravés et donc sont aggravés par la situation au niveau de l'agriculture urbaine. Mais donc, si on regarde les agendas au niveau de l'urbanisation, cet aspect-là n'est pas inscrit dans leurs agendas. Mais on voit des changements. Plus de personnes sont intéressées par l'agriculture intensive dans des espaces limités. Mais d'une autre part, on voit aussi les communautés qui se regroupent en coopératives pour se nourrir eux-mêmes et avoir des produits frais. Donc j'aimerais vraiment insister sur ça. Hein. Le type d'agriculture urbaine, il n'y a pas de modèle unique, mais ça s'adapte vraiment selon les villes parce que tous les citadins aimeraient se nourrir eux-mêmes. Donc il faut aussi se concentrer sur les fonctions qui apporteraient au développement de l'agriculture urbaine. Ce n'est pas seulement les chaînes de valeur, la transformation de la nourriture, mais il y a aussi d'autres aspects qui est la fonction. Et donc on va se concentrer, oui, sur le changement climatique plus tard, mais on va aussi voir que peuvent faire les citadins pour agir eux-mêmes sans dépendre de ces dérégulations qui existent. Et donc, quand on parle alimentation, il faut penser au-delà des limites des villes, et c'est pour ça qu'on parle de la région ville et ses alentours. Et donc, il faut vraiment aller au-delà des villes, c'est lié aux autres villes où on pratique l'agriculture et même c'est lié au niveau mondial. Et donc quand on regarde à ces différents liens, il faut voir comment est-ce qu'on peut travailler avec la ville, avec les régions près de la ville, périurbaines donc, et aux régions bien au-delà de ces zones. Et donc là, ce sont les divers aspects du système alimentaire. Donc, il faut reconnaître que la nourriture crée des liens entre les gens, même ici à Madagascar. Et donc, il faut aussi regarder les relations qui existent avec l'agenda 2030, qui sont les objectifs durables de développement. Et donc, un des objectifs est de construire, de créer des villes résilientes, résistantes. Et donc, on en a discuté déjà, comment créer des connexions, comment créer des liens entre les grands pôles urbains, mais aussi les villes qui sont aux alentours et qui sont, je dirais, de moindre importance. Et donc, on a la fondation RUAF a travaillé avec la FAO et pour voir quels sont les indicateurs alimentaires qu'il faut voir qui sont importants. Et bien sûr, la liste des indicateurs reste la même, mais ce qui est important, c'est la discussion qui s'ensuit entre les différents collaborateurs. Alors maintenant, ce ne sont plus seulement les universités ou les ONG comme la RUAF qui agissent, mais ce sont les villes elles-mêmes. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, Antananarivo va bientôt faire signer le pacte de Milan. Et donc, il y a de plus en plus de villes qui veulent faire partie de ce mouvement. Il y a déjà plus de 130 villes qui ont signé le pacte et qui veulent travailler sur ces points.
Et ça ne comprend pas tout simplement la production alimentaire, mais ça concerne aussi le recyclage. Comment réutiliser les déchets pour l'introduire dans le système agricole urbain. Mais il faut aussi travailler sur la gouvernance, comment apporter les différents partenaires à travailler ensemble. Et donc, signer le pacte est une chose, mais prendre des actions, c'est autre chose. Et il y a souvent des problèmes donc, qui se présentent. Et donc, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble de manière libre, ouverte, pour faire marcher le projet. Donc il y a divers exemples qui se font à travers le monde que vous pouvez voir dans Carrot City. Donc ce qui est important, c'est de vraiment créer un cadre juridique qui permet l'agriculture urbaine, parce que pour certaines villes, les réglementations, le cadre juridique qui existe date encore de la période coloniale. Et donc, on doit commencer à travailler avec des exemples de petite envergure. Et donc, ce qui est important, c'est regarder l'accès foncier. Où est-ce qu'il y a des terres disponibles? À qui appartiennent les terres? Et donc, on peut faire deux choses déjà. C'est établir une cartographie pour voir les terres qui peuvent être utilisées et aussi faire des répartitions de zones. Et ce qu'on peut faire aussi, ce sont des accords temporaires. On s'accorde sur l'utilisation d'un terrain pour un nombre donné d'années, ou si on travaille avec le propriétaire foncier, on peut se dire, si vous nous permettez de travailler ici, vous aurez des incitations fiscales. Mais donc, l'aspect, la sûreté des aliments est important parce que, par exemple, on pourrait utiliser des eaux polluées dans l'agriculture. Et donc, il doit y avoir une législation qui fait face à ce problème. Et une partie importante aussi, c'est de créer le lien entre les producteurs et les consommateurs. Tout cela, bien sûr, avec le renforcement des capacités. Donc, il y a divers instruments qu'on peut utiliser. Il y a bien sûr l'instrument juridique, politique, c'est ce qu'on pense en premier, mais il y a aussi l'instrument économique, la communication, les incitations fiscales, par exemple. Et on peut aussi, bien sûr, considérer l'urbanisme, la conception des villes, mais souvent, donc, on utilise tous ces instruments en même temps. Et donc, on a travaillé avec diverses villes pour la mise en œuvre de cette agriculture urbaine et pour la mise en place des systèmes alimentaires. Et donc, un des points importants donc, qui mène au succès, c'est avoir un leadership politique qui est bien établi, qui est bien fort. Et donc, si vraiment ce qu'on veut faire ne cadre pas dans le cadre juridique et politique, il faut travailler à côté, je dirais, et établir, par exemple, des conseils sur l'agriculture urbaine. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est aussi très important de travailler avec les différents secteurs qui existent, comme la santé ou la nutrition, pour avoir vraiment des apports des différents acteurs concernés. Donc c'est important d'avoir une vision à long terme, mais c'est aussi important de considérer les actions qui ont déjà été faites et d'utiliser ces actions qui ont été faites, par exemple ceux qui essayent de produire, ceux qui utilisent, qui font pousser des choses ou ceux qui élèvent du bétail, et on part des actions qui sont déjà existantes, donc pour continuer à atteindre cette vision à long terme. Et donc, on essaie d'avoir un agenda urbain donc, qui inclut l'agriculture urbaine.
Et on regarde aussi le côté évaluation et on regarde aussi les ressources financières. Donc des exemples de villes vraiment qui ont réussi dans le domaine, par exemple Belo Horizonte au Brésil. Et donc la municipalité a été vraiment engagée en achetant les produits qui ont été la production des villes, de la ville. Et donc une planification transparente a vraiment été importante et a vraiment contribué au succès à Belo Horizonte. Et donc au Sri Lanka, ils ont ce qui a été fait, on a identifié les activités à petite échelle et on a contribué à l'amélioration de ces activités. Et cela a été inscrit donc dans une politique nationale. Et donc au Sierra Leone, ce qui s'est passé, il y a eu différents acteurs qui ont travaillé avec les agriculteurs des zones qui sont susceptibles d'être inondées. Et ce qui a été fait, les agriculteurs de ces zones donc sont allés, ont travaillé sur d'autres terrains. Et le terrain restant qui est susceptible aux inondations a été utilisé pour favoriser par exemple l'infiltration des eaux. And there are many more examples. I could continue on that. I will not do that, but I just wanted sufficient regulation and stimulation of this as a city. Et donc, je pourrais donner divers exemples, mais là, j'aimerais parler de ce qui se fait, par exemple, aux Pays-Bas, et de comparer un peu ce qui se fait dans les villes du Nord et du Grand Sud. Au fait, il n'y a pas trop de différence. Les deux points les plus importants sont laisser les gens agir et quand même avoir un cadre juridique et légal qui permette ces actions. Merci beaucoup et je suis sûre qu'il y aura d'autres exemples qu'on pourra voir. Merci de votre attention. Merci. Merci à René, merci à Lianzu pour la traduction. Sans plus tarder, je passe la parole au public. Il y a une main qui se lève, oui. J'avais une question. À un moment, tu as mentionné le fait de pouvoir négocier des accès temporaires avec, par exemple, des propriétaires ou sur quelques années pendant que le terrain n'est pas utilisé, peut-être pour des fonctions, on va dire, plus urbaines, entre guillemets. Ça m'interpelle un peu parce que quand on parle d'accès à la terre, notamment si c'est pour des activités de production végétale, on sait que le travail de fertilisation des sols, c'est un travail de plusieurs années pour créer un bon sol qui soit vraiment intéressant au niveau agricole. Et voilà, du coup, ça m'interpellait par rapport à ça. Je voulais avoir un peu ton avis, voir si tu connais des exemples qui ont fonctionné où des agriculteurs étaient intéressés pour utiliser ce type de terrain en sachant que c'était limité dans le temps. C'est bon ? Ok. A-t-on une idée du degré d'autosuffisance alimentaire que peut atteindre une ville, par exemple Belo Horizonte, où ça a l'air de bien marcher ? C'est un peu la question, c'est un peu voilà, on va produire des légumes, c'est bien. Combien de tonnes de légumes il faut pour nourrir une ville et combien une ville est capable et sa région est capable de produire ? Est-ce qu'on peut envisager des communes vraiment autosuffisantes ? Merci. On passe maintenant la parole à René pour répondre à ces questions. Yeah, thank you very much for these questions. Questions, not always clear answers. Merci beaucoup pour ces questions. Je ne pourrais pas donner des réponses vraiment précises. About fertile land, it's always a big issue, and sometimes also the land is contaminated in cities. Et oui, quand on parle vraiment des terrains qui sont fertiles, un des problèmes qui se pose, c'est qu'il y a des terrains qui sont déjà contaminés. But there are many good examples. For instance, people using courtyards and bringing raised beds with compost. So they use the compost as in raised beds to avoid the lack of fertility in the contaminated or dirty or non-nutritious soils. Et donc, ce qui peut se faire dans ces cas-là, c'est dans son propre jardin, on crée une parcelle élevée, surélevée. And I also would like to take the opportunity
to be a little bit, to give some examples which not everybody might like, but we also work with Nepal and Bangladesh. Et donc j'aimerais profiter de cette occasion pour parler de l'agriculture urbaine et l'utilisation d'un compost bio. Donc c'est une idée qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais c'est ce qui se fait par exemple au Népal et au Bangladesh. The question about participatory planning, I think there is of course an approach, and I think it's very similar what you were saying to the approaches we took, but I have to say that in every town, every city, it is being done differently. People have their own approaches, and we try to link, there's always the same approaches. I think in Bobo, we work with the municipality of Bobo in an adaptive way, so the way that you were used to. Yes. Et donc, concernant la planification participative, j'aimerais dire que chaque ville a ses façons de faire, mais on a travaillé avec vous dans la municipalité de Bobo. Vous avez choisi cette approche participative et c'est ce qu'on a fait avec vous. Donc. And about the last question, which is really the tricky question, where's our food coming from? Often there's a lot of anecdotal information about where's our food coming from? And a lot of food in many cities around the world is also brought in informally in the market. Et donc pour la dernière question, c'est d'où les aliments viennent-ils? Souvent ils viennent du secteur informel. So how much really a city needs depends on the city itself and the way what people would like to eat. But if you turn the question around on how much food is or can be produced within the city boundaries, there's been a recent, I will give some examples. There's been specifically for niche foods like foods, milk and eggs and fresh vegetables, it can go up to 70-80% that is being produced within the city boundaries. Donc, alors, pour la quantité de nourriture qui pourrait nourrir une ville, là, ça dépend de la ville. Mais si on reformule la question jusqu'à quel est le ratio, quel est le pourcentage que pourrait produire une ville en autosuffisance, et par exemple pour les produits comme les œufs, le lait, donc les aliments riches en nutriments, une ville, dans la limite de la zone urbaine elle-même, elle pourrait produire jusqu'à 78% de ses besoins. So there's much of that anecdotal information. Then there has been a study by the International Water Management Institute by just looking at what is the city boundary and 20 kilometers from the city boundary, how much irrigated and dryland agriculture can you find? And they found that there is over 40% of irrigated agriculture taking place within the distance of 15 kilometers of the city, a lot of that for that city. Et donc, si on a travaillé avec un institut qui regarde l'irrigation. Donc, à partir de 20 km des limites d'une zone urbaine, on peut voir qu'on peut travailler sur 40% des terres aux alentours. And then there are cities who, like I hope also Antananarivo will do now, but I will give an example of Toronto and Almere who came together and they say we would like to produce 25% of all the food we consume in our cities. And they made studies and they showed that it's possible, but only for certain crops, fruits and vegetables, some milk and eggs that can be produced within the city boundaries. Et donc, il y a certaines villes aussi, comme Toronto par exemple, qui décident de produire 25% de leur consommation sur les produits suivants comme les fruits ou les légumes ou le lait et les œufs. And as last remark, in the afternoon I will show a slide where the city of Rosario in Argentina, they looked how can we reduce the carbon dioxide emission from our city, and they looked at potatoes. Instead of taking it from 1,000 kilometers, let's do it in the city. And they found that they could produce considerable amount of potatoes within their city boundaries. Et donc, j'en parlerai cet après-midi sur le cas de Rosario en Argentine, sur
et c'est un point qui travaille sur l'émission de CO2. Alors, ils veulent produire des pommes de terre et ils ont décidé au lieu de prendre des pommes de terre qui se situent à 1000 km de la ville, ils ont décidé vraiment de faire pousser eux-mêmes leurs pommes de terre. So I think it's a combination of what is already done and doing and what is the ambition of the authorities. Et bien sûr, c'est tout le temps un mélange entre ce qui se fait déjà et avec ce qui se fait déjà et les ambitions des autorités locales. Merci René, merci Lian Su. Applaudissements pour nos intervenants.